On peut toujours compter sur Tom Cruise pour sauver le cinéma. Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme c'est tranquille, après on va tout spoiler. Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1 est de nouveau l'histoire de Ethan Hunt qui doit arrêter une menace internationale. Cette fois-ci, la menace sera bien plus imprévisible que d'habitude et très personnelle concernant Ethan. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous n'avons pas le même catalogue streaming que beaucoup de pays du monde qui ont aussi la VOSTFR comme la Suisse ou le Canada, ou même la Belgique d'ailleurs qui a la VOSTFR, mais eux, ces pays-là ont par exemple Avatar 2 sur Disney+, là où il faudra de notre côté attendre plusieurs années. De même pour des séries comme The Bear qui ne sont pas encore disponibles alors que le sont déjà dans plein d'autres pays dans le monde, ce qui est vraiment dommage, surtout que c'est une excellente série. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous pouvez même avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde ou en Argentine, ça sera aux alentours de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 80% d'addition. Foncez sur l'offre. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quelle autre célébrité crée autant l'événement que Tom Cruise? Qui se déplace autant en salle que pour Tom Cruise? C'est ça la vraie question, c'est lui la licence, c'est lui la franchise. Le seul auquel je pense, c'est DiCaprio, mais je pense aujourd'hui que Tom Cruise a plus d'impact sur le box-office et sur les attentes des gens qu'autre chose. Après, c'est vrai que DiCaprio joue pas dans de grosses licences. Bref, c'est un débat qu'on pourra avoir un jour. Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1 est le 7e film Mission Impossible, déjà 7. Il faut savoir que j'ai apprécié tous les films Mission Impossible, avec une préférence pour les derniers qui sont sortis depuis le 4e, je dirais. Depuis le 4e, je les trouve vraiment tous exceptionnels. C'est rare de faire mieux dans le cinéma d'action que les films après le 4. J'aime bien les 3 premiers aussi, mais c'est différent, je trouve. Il y avait pas mal de tentatives, la saga se recherchait, mais depuis le 4, je trouve que c'est une expertise de A à Z et que c'est devenu l'une des sagas les plus consistantes, les plus impressionnantes de tous les temps, voire la plus incroyable de tous les temps. Au bout du 7e film, on a un niveau de qualité assez dingue. Chaque film rapporte de plus en plus au box-office aussi, et chaque film, depuis surtout le 4e, est apprécié énormément. Mon préféré de la saga est Fallout, que j'avais adoré, qui était une énorme claque. Mais attention, parce que Fallout est assez différent de celui qui est sorti aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que déjà, je pense que c'est pas Mission Impossible qui va plaire à absolument tout le monde. C'est que ce Mission Impossible fait un peu un retour aux sources. Mission Impossible à la base, surtout avec le premier film, c'est une saga d'espionnage et je dirais que c'est pas forcément une saga d'action. Et là, ce Mission Impossible fait un peu des deux. C'est-à-dire qu'il prend ce qui faisait les premiers Missions Impossible, l'espionnage vraiment dense, avec beaucoup d'intrigue et beaucoup moins d'action pour le coup, et il prend ce qui se fait dans les nouvelles franchises depuis que Christopher McQuarrie grosso modo a repris la saga et garde une continuité d'intrigue d'un opus à l'autre, des personnages qui reviennent et des choses comme ça. Et du coup, on a un mélange où ce film a énormément d'intrigue avec beaucoup de personnages et on parle avant tout d'espionnage. La première demi-heure de film, ça commence pas en action, ça commence avec des gens qui marchent, qui parlent, c'est de l'espionnage, c'est du stress, du suspense. Ce qui n'était pas vraiment présent dans Fallout. Dans Fallout, ce qui était présent, c'était l'action, à couper le souffle évidemment, mais on n'était pas sur l'intrigue, le suspense, enfin beaucoup moins qu'ici. Là, on se concentre sur l'intrigue parce que cette fois-ci, il y a un mystère au fin fond de l'intrigue. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film-là, c'est qu'il a un peu compris les critiques et un peu l'avantage aussi qu'avait cette saga, c'est que tout le monde la considère comme maintenant une saga d'action. Mais il y a toujours eu une histoire derrière, mais on s'en rappelle jamais. Elle nous a jamais autant intéressé que l'action. Et ce film-là, j'ai l'impression qu'il voulait nous rappeler à tout le monde qu'il pouvait écrire une histoire, qu'elle allait avoir une histoire avant d'avoir de l'action et justement ensuite avoir de grosses séquences d'action. Honnêtement, il y a 2 grosses séquences d'action dans le film et une moyenne, disons. C'est avant tout du suspense, des dialogues, de l'intrigue et ça va peut-être ennuyer beaucoup de personnes, mais moi j'étais à fond. J'adore les films d'espionnage quand c'est bien fait, surtout d'espionnage international. J'adore quand c'est prenant et là, ça l'était. Pourquoi est-ce que c'est prenant? C'est que même lorsqu'on se concentre sur l'intrigue, il y a un vrai travail de mise en scène. Les acteurs ne sont jamais au milieu de la caméra, ils sont sur l'un des côtés, la caméra est souvent penchée. Il y a énormément de plans différents pour montrer la même scène. Ils vont utiliser tous les outils qu'ils ont, toutes les caméras, tous les drones, que ce soit pendant l'action ou les dialogues, ça va essayer de te montrer le plus de choses possible. C'est pour ça qu'ils mettent les acteurs toujours sur le côté de l'écran, comme ça on se concentre aussi sur l'ambiance et les décors qui sont hyper importants pour l'intrigue.
l'intrigue. Voir quelqu'un derrière en flouté est important, ou même un environnement, des couleurs qui changent. Donc je trouve que même les dialogues sont hyper intéressants, hyper pertinents, ils sont hyper bien filmés, c'est surtout ça. Est-ce que c'est kitsch? Ouais. On est sur Mission Impossible, ça a toujours été kitsch, et même là, c'est ultra, bon j'exagère quand je dis ultra kitsch, mais c'est kitsch. Donc voilà, première chose à dire, c'est ça, c'est qu'il y a des grosses séquences d'action qui sont exceptionnelles. Il y a une grosse séquence d'action à la fin sur laquelle ils ont fait tout le marketing, la séquence du train. Déjà, deux choses, la séquence du train est grandiose, alors vous le savez, ils ont construit le train, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils ont fait au train, pour de vrai. Ils étaient vraiment sur le toit d'un train qui allait à X km/h. Toutes les séquences d'action ont été réalisées. On voit qu'il y a des effets spéciaux, des améliorations et des choses comme ça visuellement, d'accord, c'est normal, ils n'avaient pas non plus risqué la vie des cascadeurs, et parfois tu vois un peu les cascadeurs, ok. C'est pour ça qu'ils ont fait le marketing sur cette séquence, qui ne déçoit pas d'ailleurs, c'est que c'est la grosse séquence du film, elle est hyper divertissante, il y a des enjeux, et ils ont réussi à tout faire. Et c'est important que je dise à la fin, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit la fin. Et ça qui est fou, c'est que cette séquence, je spoile pas la fin, mais c'est le climax du film, et ça c'est fou parce que je m'attendais pas à ce qu'ils montrent autant du climax dans le marketing, même si en soi on voit rien, parce que sans le contexte ça n'a pas trop d'impact, mais surtout que lorsque la séquence est terminée, j'étais en mode ça sent la fin. Mais je m'y attendais pas du tout, pour moi c'était la séquence du milieu de film. Le film dure 2h45, je n'ai pas vu le temps passer, je vous jure, j'étais engagé de A à Z. Pourquoi? Parce que cette fois-ci ils ont mis du mystère dans l'histoire. On se pose des questions sur le scénario, ce qui n'était pas forcément le cas avant dans la saga je trouve. Il y a de l'histoire, j'ai trouvé intéressante, divertissante, j'aime bien les dialogues, j'aime bien l'acting évidemment, c'est bien filmé comme je vous l'ai dit dans les dialogues et dans les scènes d'action qui sont exceptionnelles, et il y a aussi une ambiance et un ton qui fait certes presque apocalyptique à certains moments, encore une fois c'est la fin du monde et des choses comme ça, mais en même temps très drôle. C'est toujours une saga qui a été drôle et il y a une excellente ambiance je trouve et un bon équilibre entre ce qui est drôle, ce qui est dramatique et jamais ils en abusent. Hyper bien rythmé de ce point de vue là, alors oui encore une fois ne vous attendez pas à que de l'action, c'est peut-être le film Mission Impossible qui a le moins d'action depuis un moment, depuis le 4e je dirais, mais en même temps c'est dur à quantifier parce qu'il y a des séquences d'action bien plus grandes, bien plus divertissantes, bien mieux réalisées. Le seul petit regret que j'ai quand même un petit peu, faut être honnête, c'est qu'il y a une séquence d'action à Rome. Ils ont un peu refait ce qu'ils avaient fait dans Fallout avec Paris. Ils ont fait une séquence de course-poursuite, mais cette fois-ci à Rome. Ils utilisent beaucoup moins Rome que Paris à l'époque, parce que Paris, toute l'intrigue se passait là-bas, plus ou moins. Là, Rome, c'est une séquence. Et je trouve ça un peu dommage parce que ce film est sorti juste après Fast 10. Et oui, il filme évidemment mieux l'action que Fast 10, on est d'accord. Mais c'est les mêmes décors que Fast 10 parce que c'est Rome et ils ont pris les mêmes paysages, grosso modo. Il y a une séquence qui est quasiment la même. Et je me dis, ah putain, j'aurais aimé voir Fast 10 après pour critiquer Fast 10. Du coup, j'avais Fast 10 encore en tête et je me suis dit, ouais, enfin, c'est ce qu'ils ont fait dans Fast 10 aussi il y a 2 mois, quoi. Et c'est évidemment mieux fait dans Mission Impossible, plus intriguant, plus divertissant. Il y a des vrais enjeux de personnages, ce qui n'est pas forcément le cas dans Fast 10, peu importe. Tout ça pour dire que ça m'a fait bizarre de voir Rome dans une course-poursuite gargantuesque 2 fois en 2 mois, quoi. J'ai adoré l'intrigue des personnages, la manière dont ils évoluent, et il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues. Tu vois que c'est une culmination vers quelque chose. Et soyons honnêtes, le cliffhanger, c'est comme ça qu'on fait un cliffhanger. C'est pas comme le cliffhanger de Cross the Spider-Verse, je sais, je considère encore aujourd'hui que c'est un mauvais cliffhanger. Celui de Mission Impossible de cette partie 1 là aujourd'hui est un excellent cliffhanger. Et le souci que j'ai, c'est que à certains moments, tu sais pas trop ce qui est vrai ou pas. Instinctivement, vu que c'est Mission Impossible, t'as envie de te dire, ils l'ont fait pour de vrai, c'est incroyable, c'est visuellement magnifique, c'est dingue. Mais en même temps, il y a des séquences où tu vois qu'ils ont amélioré avec des effets spéciaux et rajouté quelques séquences en effets spéciaux. Et du coup, il y a certains moments, surtout sur les moments les plus fous, qui ont surtout pas été montrés dans le marketing, tu sais pas ce qui est vrai ou pas. On en parlera peut-être en spoiler, mais c'est vrai qu'il y a quelques moments où j'avais un peu quelques doutes et je me suis dit, là, on dirait pas un cascadeur. Technologiquement, ça reste quand même impressionnant, surtout par rapport aux cascades, par rapport aux péripéties, par rapport à l'action de manière générale. La musique, encore une fois, super réussie. Ils ont toujours vraiment réussi cet aspect dans les films. La réalisation, encore une fois, j'ai vraiment été impressionné de A à Z. Il y a des plans évidemment magnifiques et surtout qui cherchent plein d'idées pour faire de l'action et même des dialogues divertissants. Il y a plein d'utilisations de flashbacks et des choses comme ça. Ils créent des enjeux. Oui, encore une fois, c'est un peu kitsch et il y a quelques facilités, surtout une grosse à la fin que je trouve un peu prévisible et un petit peu décevante. Mais l'histoire est géniale. La tonalité entre l'humour, le drame, l'action est vraiment nickel. Le rythme est encore une fois quasiment parfait. J'ai trouvé même le film un petit peu émouvant, mine de rien. Et pour conclure, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 est oui un film mémorable, l'un des meilleurs de l'année, l'un des meilleurs films d'action depuis un moment. Est-ce que c'est devenu mon film préféré de la franchise? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je le vois comme un demi-film certes, et surtout que Fallout moi m'avait vraiment impressionné. Que ce soit avec les méchants, l'action, j'étais vraiment impressionné de A à Z. C'était la gigantesque claque. Il y a moins cet aspect claque dans ce film-là, même si très impressionnant. Et peut-être je le mets un petit peu en dessous de Fallout, parce que vraiment Fallout j'étais bouche bée quoi. Peut-être celui-ci fait un peu redite, mais ils ont réussi à aller loin. Ils ont réussi à aller très très loin même. La séquence du train est peut-être la plus impressionnante de la saga, je dirais. Si vous aimez les films d'action, vous allez être servi. Si vous aimez les films d'espionnage, vous allez adorer. Ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est moins un film d'action que les précédents, mais j'ai énormément hâte de voir la suite et il n'y a rien qui m'a vraiment déplu dans l'œuvre. J'ai pour le coup envie de la revoir. On va maintenant passer en spoiler.
Il y a plusieurs choses à dire. Il y a un aspect par rapport à l'intrigue qui est intéressant, c'est qu'ils prennent leur temps sur l'intrigue. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'on parle beaucoup d'intrigue, on parle beaucoup de l'histoire, donc c'est une IA qui est devenue un peu consciente. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que ça crée un doute. À qui tu peux faire confiance? Est-ce que c'est l'IA qui contrôle un peu les rênes? Avec qui travaille l'IA? Est-ce qu'elle est elle-même contrôlée par quelqu'un? Ou est-elle vraiment consciente? Et ce que j'aime beaucoup par rapport à l'IA, c'est qu'on dirait vraiment une course pour la clé et t'as plein d'organisations différentes qui viennent intervenir. Et vu qu'il y a plein d'intrigues différentes et que plein de groupes différents qui poursuivent Ethan Hunt, t'as vraiment l'impression que tout le monde veut cette clé. Et le fait que toujours t'aies les mêmes personnages qui suivent Ethan au même moment, oui, un peu simple, ok, mais hyper divertissant. Et tu vois comment leur intrigue va évoluer dans les saisons 2. Par exemple, Sean Wingman, je crois il s'appelle l'acteur, tu sais qu'il va trahir son état et rejoindre Ethan. Moi je le vois comme ça. Tu sais que de l'autre côté, l'état américain, la CIA et tout, ils sont pas de confiance. L'IA, tu la comprends presque. Elle est en train de préparer ou la domination du monde ou sa sécurité, ou les deux tout simplement. Gabriel, tu comprends le côté sadique du personnage. Par contre, je suis désolé, j'ai aucun souvenir de ce personnage dans la saga, pour le coup. Je l'ai pas revu depuis un moment, la saga, je dois admettre, ça fait quelques années que j'ai pas vu ces films. Je crois que je les avais tous revus pour la sortie du 5e, donc ça date déjà. Je sais même plus si Gabriel est dans la saga ou s'ils ont rajouté cette séquence, parce que ça fait vraiment une dizaine d'années que j'ai pas vu tous ces films. Il y a le personnage aussi de Vanessa Kirby, il y a tellement de personnages différents, tellement d'enjeux différents, et c'est la thématique sur l'intelligence artificielle, sur la sécurité, sur la compétition entre les pays. Est-ce que c'est le monde qui va dominer ou l'inverse? Est-ce qu'il faut tuer ce genre d'IA ou l'utiliser? C'est plus profond que les précédents Missions Impossibles, et ça j'aime beaucoup. T'as l'impression qu'ils se sont concentrés sur l'intrigue plus qu'autre chose, et ils ont fait peut-être un scénario de série B, un petit peu soyons honnêtes, mais ils l'ont fait avec beaucoup de qualité, et ça rend vraiment bien. Et c'est pas juste prétexte pour des scènes d'action. T'as l'impression que les scènes d'action ont lieu parce qu'elles n'ont pas le choix d'avoir lieu, tout simplement. Les personnages sont obligés d'aller dans l'action. C'est pour ça que j'aime beaucoup la séquence au début dans le désert, parce que c'est pas la séquence la plus mémorable, loin de là, mais elle met un peu les enjeux en place et crée des retournements de situation. Il n'y a pas de plot twist dans ce film-là, pour le coup, il y en aura j'imagine dans le deuxième, parce que tous les films Mission Impossible ont un moment, un petit plot twist, mais ça lance bien le film, cette séquence avec le personnage de Isla, Rebecca Ferguson qu'on adore, qui meurt dans ce film. Alors la mort, j'étais beaucoup moins ému que prévu. Ce qui est intéressant par rapport à la mort de son personnage, c'est à quel point elle motive le personnage de Grace, Hayley Atwell, qui elle va maintenant rejoindre Mission Impossible Force. Donc même si on n'était pas extrêmement ému par rapport à sa mort, je trouve qu'elle est vraiment utile. Par contre, c'est vrai que la scène d'action à l'aéroport, c'est même pas une grosse scène d'action, c'est une scène de dialogue avec un gars, Ethan Hunt, qui marche en fait tout simplement. Et ça crée un vrai stress, une vraie tension. De même pour la scène ensuite à Rome, la course en Fiat 500, exceptionnelle, je suis désolé, incroyable. Oui, on a déjà vu ça cette année un petit peu, je suis d'accord, mais la manière dont toutes les intrigues s'imbriquent à chaque fois et la manière dont chaque intrigue arrive à avoir une conséquence sur la scène d'action en question, c'est génial. Encore une fois, c'est super drôle, il y a plein de petits retournements dans l'action, t'es hyper diverti constamment par rapport à ça. Il y a un vrai storytelling dans l'action, plus que juste montrer de l'action. Et la manière dont ils filment chaque plan est juste géniale. Mais c'est ça le truc, c'est qu'à certains moments, tu te demandes s'ils ont vraiment fait certaines cascades. Par exemple, Tom Cruise qui évite un métro, ça c'est faux, on est d'accord. Par contre, Tom Cruise, le gros plan sur son visage lorsqu'il fait son saut en parachute, je sais pas s'il est vrai ou pas. Il y a toute sa peau qui est en arrière, on dirait que c'est vrai. Mais par contre, quand il refait son saut tout à la fin, on dirait un bonhomme qu'ils ont mis en effet numérique. Il y a plein de petites séquences comme ça où je me suis dit, ok, sur le train, les poteaux qui arrivent, clairement faux. Par contre, d'autres séquences dans le train, je me suis dit, ah, peut-être pas si faux que ça. C'était un peu compliqué, bah, c'est ça qui fait la force du film aussi, de pas savoir ce qui est vrai ou pas. Mais le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude avec des effets spéciaux qu'on a tendance à se dire que tout est faux. Alors que je pense que dans ce film, tout est majoritairement vrai. Les Vespa qui détruisent, ça c'est clairement vrai. Et ils font bien attention à pas détruire des éléments du décor de la ville de Rome. Genre ils détruisent pas des bâtiments ou des choses comme ça, ou alors c'est des faux. Et ça c'est intéressant aussi parce que ça vend le truc quoi. La séquence à Rome est forte, pleine d'intrigues. La séquence à Venise de même, il y a une sorte de mélancolie qui s'installe mine de rien. Mais encore une fois, moi c'est le genre de séquence qui me dérange un petit peu, c'est quand Ethan veut s'échapper et t'as des gens qui montent de chaque côté de l'escalier pour le défoncer et lui il saute en plein milieu. Et c'est marrant parce qu'il saute et il y a même pas genre de bruit lorsqu'il saute. On dirait qu'il saute sur un point des pieds mais en même temps il fait une roulade et tu te dis mais en fait si les gens s'attendaient à ce qu'il puisse faire ça parce que t'as l'impression que c'est super haut du coup s'il saute il se casse les chevilles. Et la manière dont il tombe ça rend le truc un peu genre simple. Et pourquoi est-ce que personne l'attendait en bas? Enfin il y a des petites incohérences comme ça et facilités mais ça gâche pas l'intrigue. Mais c'est vrai que c'est le genre de film où tu te poses des questions sur comment le personnage va s'en sortir et s'il s'en sort trop simplement t'y crois pas trop quoi. Mais j'aime bien la manière dont tout le monde intervient pour justement cette clé dans tous les sens et cette clé corrompt, c'est un peu le pouvoir ultime en soi. Et j'aime bien le pouvoir de la corruption, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux avec l'anneau quoi. La séquence à Venise est un peu plus calme mais j'adore le combat dans la ruelle, vraiment génial. Les différents plans qu'il y a dans la ruelle et à chaque fois dans les scènes d'action ils arrivent à foutre la caméra à des endroits. Il y a vraiment la caméra et à côté de la pédale d'accélération qui montre vers Tom Cruise comme ça. C'est des petits trucs comme ça qui rendent l'action bien plus immersive. Comme lorsque les dialogues sont un peu penchés comme ça, la caméra est penchée, du coup le visage des acteurs est penché, tu te dis mais ouais là c'est intéressant. Et lorsque Venise se finit, honnêtement je pensais qu'on était encore au début du film, enfin plus ou moins. Je me suis dit 2h45, là on est à 1h15. Mais je pense qu'on était vers la fin parce que la séquence du train arrive rapidement après. Et je sais pas combien de temps dure la séquence du train, mais là j'étais un peu bouche bée. Le train incroyable, un environnement exceptionnel de cinéma pour le coup. Ils l'ont vraiment fait, ça c'est vrai. Le marketing a bien fait d'insister dessus. Ils ont insisté
sur la course de la montagne que Tom Cruise fait depuis des années, sans déconner, des années, je crois que ça fait 3 ans qu'ils font le marketing dessus, et elle s'en a pas déçu parce que t'as le contexte, t'as l'humour, et les interactions avec les personnages sont géniales par rapport à ça, par rapport à toute l'intrigue, et pour le coup, non, j'ai adoré ce moment, et comment ne pas l'adorer, soyons honnêtes. Et en plus, ça développe le personnage de Ellie Etwell aussi, pour le coup, et elle met sa vie de côté, et assume le fait d'être dans cette task force maintenant. Mais le moment où j'étais un peu déçu, c'est que le saut en parachute se finit par un énorme Deus Ex Machina, où Tom Cruise vient défoncer le gars, et sauve Grace, et là je me suis dit, là c'est un peu too much. J'adore la franchise pour son kitsch, à quel point elle est folle, mais là j'ai trouvé que c'était un peu too much. C'était prévisible en plus, ça pouvait être que lui. Contrairement au moment où Pomme les sauve, là c'était moins prévisible et vraiment bien fait. Mais la séquence du train, le combat sur le train qui s'arrête jamais, c'est incroyable. Sur le train et dans le train, le personnage du méchant, je le trouve vraiment divertissant. Morales fait un excellent travail. Et la description du train à la fin, plus la montée en mode Uncharted 2, exceptionnel. Enfin, j'ai adoré le film, je suis désolé. La vérité est que j'ai été happé par l'histoire, j'ai été happé par les personnages. Ils ont bien fait de revenir un peu aux sources et mettre plus d'intrigue, tout en créant des scènes d'action qui certes sont beaucoup plus longues, moins nombreuses, mais qui sont impressionnantes quoi. Vraiment pour le coup là, j'étais scotché de A à Z. Ils ont privilégié la qualité au lieu de la quantité, et la suite sera incroyable. Je sais même pas comment ils vont faire la suite. Est-ce qu'il y aura des scènes d'action sous l'eau? Et c'est vrai que les passages sous l'eau étaient pas très bien filmés. En même temps, sous l'eau, la banquise, les couleurs doivent être un peu... Mais je sais pas si c'était une miniature ou si c'était des effets numériques, mais en tout cas bref, j'ai trop hâte de voir la suite. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont pas aimer, je suis bien conscient de ça, mais c'est pour ça que je vais au cinéma. C'est pour ce genre de grand film d'action, grand spectacle, qui se moque pas du spectateur, qui est ultra généreux tout en étant cohérent, bien filmé, impressionnant. Pour le coup, j'ai adoré, et les 2h45 sont passées comme ça pour moi. Je suis désolé, vraiment, ça allait trop vite. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, j'aurais vraiment envie d'avoir votre avis pour peut-être faire une deuxième vidéo, à voir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le compte épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.